Bonjour et bienvenue sur Historia. Le contexte historique pré-Edo au Japon est crucial pour comprendre la montée en puissance du shogunat Tokugawa et l'établissement de la période Edo. Avant l'avènement des Tokugawa, le Japon était plongé dans une période de guerre incessante et de chaos politique, connue sous le nom de période Sengoku. Durant cette période, le Japon était divisé en de nombreux petits états féodaux, chacun dirigé par un daimyo, un seigneur de guerre régional, qui se disputaient le pouvoir et les territoires. Les guerres civiles étaient monnaie courante et l'instabilité politique régnait, créant un climat de violence et d'incertitude pour la population japonaise. Un exemple marquant de cette période est la bataille de Sekigahara en 1600. Cette bataille a vu s'affronter les forces de Tokugawa Ieyasu et celles de Toyotomi Hideyori, le fils de Toyotomi Hideyoshi, unificateur précédent du Japon. Ieyasu finalement victorieux, la bataille a marqué un tournant majeur dans l'histoire japonaise, car elle a conduit à l'unification du pays sous le contrôle des Tokugawa. Avant l'établissement du shogunat, le pouvoir central au Japon était traditionnellement détenu par l'empereur et sa cour impériale à Kyoto. Cependant, au fil des siècles, le pouvoir impérial avait décliné, laissant place à une autorité plus régionale, exercée par les daimyos. À cette époque, le commerce avec l'extérieur était également en pleine expansion, avec l'arrivée des premiers Européens en 1543, principalement des Portugais, suivis des Espagnols et des Néerlandais. Ces contacts avec le monde extérieur ont introduit de nouvelles technologies, idées et influences culturelles au Japon, mais ont également engendré des tensions et des conflits, notamment en raison des rivalités entre puissances européennes pour le contrôle du commerce asiatique. Dans ce contexte de troubles internes et de pressions externes, Tokugawa Ieyasu a établi son autorité en tant que shogun, mettant ainsi fin à la période Sengoku et inaugurant l'ère Edo. La stabilité politique et la pacification qu'il a apportée ont été des éléments clés de la période Edo, marquant le début d'une ère de relative tranquillité et de prospérité pour le Japon, qui allait durer plus de 2 siècles. L'arrivée au pouvoir des Tokugawa et le début de la période Edo marquent une transition majeure dans l'histoire du Japon. Après la bataille de Sekigahara que nous avons vue plus tôt, Tokugawa Ieyasu émerge comme le leader prééminent du Japon. C'est en 1603 que l'empereur Go-Yōzei lui accorde officiellement le titre de shogun, établissant ainsi le shogunat Tokugawa et inaugurant le début de la période Edo. Cette vidéo se propose d'explorer et d'analyser les multiples aspects de la période Edo, en mettant en lumière ses moments clés, ses dynamiques internes et ses implications à long terme. Cette période soulève de nombreuses questions et défis historiques qui méritent une analyse approfondie. Nous nous poserons plusieurs questions durant cette vidéo. D'abord, comment le shogunat Tokugawa est-il parvenu à instaurer un pouvoir centralisé et à maintenir son autorité sur une période prolongée? Comment la structure sociale rigide de la période Edo a-t-elle influencé les relations de pouvoir et la stabilité du Japon? Dans quelle mesure les réformes entreprises par le shogunat Tokugawa ont-elles permis au Japon de s'adapter aux changements internes et externes tout en préservant sa stabilité politique? Ces questions nous amènent à une réflexion approfondie sur les divers aspects de cette période et sur leur signification dans le contexte historique global. L'établissement du shogunat Tokugawa a eu un impact significatif sur la société japonaise. Ce système politique, nommé Bakuan Taisei, permet de distinguer deux types de dirigeants. Il y a d'abord les dirigeants de jure, que sont l'empereur et la noblesse de cour, Uge en japonais. Sous le Bakufu Tokugawa, ils ne détiennent qu'un pouvoir symbolique et non politique. En revanche, les dirigeants de facto, dont font partie le shogun, ont le véritable pouvoir sur l'administration japonaise. Ils détiennent le pouvoir politique et militaire et sont les véritables décideurs. Ce système était basé sur une relation de suzeraineté entre le shogun et l'empereur, où le shogun exerçait le pouvoir politique effectif, tandis que l'empereur conservait un statut cérémoniel. Le Shoshidai était le représentant du shogun dans la région de Kyoto et était responsable du maintien des bonnes relations entre le shogunat et la cour impériale. À la tête de ce système politique se trouvait le shogun, qui exerçait le pouvoir suprême depuis Edo, l'actuel Tokyo. Cependant, il ne gouvernait pas seul, mais était entouré d'un conseil de hauts fonctionnaires. Il y avait occasionnellement en haut de la pyramide un tairo, ou grand ancien, qui était chargé de gérer le pays quand le shogun était indisponible ou en incapacité de le faire.
Il était aussi doté d'un conseil de Rochu, ou conseil des anciens. Ce conseil de 5 à 6 membres avait plusieurs responsabilités, définies clairement dans l'ordonnance de 1634 qui réorganise le gouvernement et crée un certain nombre de nouveaux postes. Ils ne servent pas de manière simultanée, mais par rotation, chacun servant le shogun durant 1 mois. Il était également aidé d'un conseil des Wakadoshi-yori, ou conseil des jeunes anciens. Après cela se trouvent les Sanbugyo, qui sont les 3 principaux fonctionnaires. Ils se décomposent en 3 catégories. Le Jisha Bugyo, qui s'occupe de l'administration des temples bouddhistes et shintoïstes, le Kanjo Bugyo, qui s'occupe des finances, et le Machi Bugyo, qui s'occupe de l'administration des villes. L'administration Tokugawa comptait aussi les Ometsuke, qui étaient chargés de surveiller les activités des daimyo et rendaient compte de leur rapport au Rochu. Il existait une variante de ce rôle, les Metsuke, une sorte de service de renseignement chargé de surveiller, réprimer ou plus simplement d'informer. Ils rendaient compte de leur rapport au Wakadoshi-yori. Le reste de la société, basé sur une idéologie du néo-confucianisme, était classé selon le système Shino-Kosho, qui définissait et classait les 4 principales catégories sociales de l'époque. Chaque caractère chinois dans ce terme représente une catégorie spécifique de personnes. Il y a d'abord le caractère Shi, que l'on retrouve dans Bushi. Il désigne les samouraïs, et plus globalement la classe guerrière héréditaire qui détenait le pouvoir politique et militaire. Les samouraïs étaient chargés de protéger les daimyo, de maintenir l'ordre dans la société et de défendre les intérêts du shogun. Ils bénéficiaient de privilèges sociaux, de droits spéciaux et de statuts juridiques distincts, ce qui les plaçait au sommet de la hiérarchie sociale. Ensuite vient le no. Ce terme fait référence aux agriculteurs, constituaient la classe la plus nombreuse et la plus fondamentale de la société japonaise de l'époque. Les agriculteurs étaient responsables de la production alimentaire et représentaient l'épine dorsale de l'économie agraire du Japon féodal. Le ko désigne les artisans, qui étaient responsables de la fabrication de biens matériels, tels que les outils, les vêtements, les ustensiles ménagers. Les artisans étaient regroupés dans diverses guildes et corporations, et jouissaient d'un certain degré d'indépendance économique. Pour finir, le sho fait référence aux marchands et aux commerçants, ceux qui vivent sans créer. Ils étaient responsables du commerce de marchandises à travers le pays et étaient souvent méprisés par les élites samouraïs. Pour les Japonais de cette époque, l'argent est quelque chose de sale, un mal malgré tout utile, et ceux qui en vivent ne méritent pas de faveur. Cependant, leur rôle dans l'économie de la période Edo était crucial. Avec le temps, la classe marchande a gagné en influence et en richesse, contribuant ainsi à la croissance économique et à la transformation de la société japonaise. Consolidé son pouvoir, le shogunat Tokugawa a établi une politique de contrôle et de pacification pour maintenir l'ordre et la stabilité à travers le Japon, assurant ainsi la pérennité du régime et la domination du shogunat sur le pays. Cette politique reposait sur plusieurs stratégies clés, visant à centraliser le pouvoir et à prévenir les soulèvements et les conflits. Premièrement, le shogunat Tokugawa a instauré son système de gouvernement centralisé, basé sur le contrôle strict des seigneurs féodaux régionaux. Parmi les politiques les plus importantes figure le Sankin Kotai, institutionnalisé en 1635, qui oblige les daimyo et leurs familles à passer une partie de l'année à Edo, la capitale, en alternance avec leur domaine provincial. En laissant ainsi leur famille en otage à Edo, les daimyo se retrouvaient à la merci du shogunat, assurant ainsi leur loyauté et leur soumission. Cette mesure permettait au shogunat de surveiller étroitement les daimyo et d'assurer leur obéissance. Deuxièmement, le shogunat Tokugawa a mis en place un système de contrôle des actions des daimyo, grâce à certains articles du Bukkei Shohato de 1615. Le 6e article interdisait la construction ou la réparation de fortifications sans l'approbation directe du bakufu, c'est-à-dire du shogun. Un autre exemple est l'article 3, interdisant aux daimyo d'accueillir les fugitifs ou les hors-la-loi. Troisièmement, le shogunat Tokugawa a développé un système de surveillance et d'espionnage pour identifier et réprimer toute activité dissidente ou rebelle. C'est le rôle des Ometsuke et des Metsuke que nous avons vu plus tôt. Ils étaient chargés de surveiller les activités suspectes dans les villes et les villages,
et de rapporter toute activité subversive au shogunat. Cette politique de surveillance constante contribuait à dissuader les oppositions et à maintenir la loyauté envers le shogunat. Au cours de la période Edo au Japon, le système agraire et l'urbanisation ont joué des rôles cruciaux dans le développement économique et social du pays. Ces aspects ont été étroitement liés et ont été le reflet des politiques économiques du shogunat Tokugawa. Le système agraire pendant la période Edo était principalement basé sur le système de fiefs féodaux attribués aux daimyo. Chaque daimyo contrôlait un territoire appelé Han, où les paysans étaient soumis à diverses formes de servage. Les paysans travaillaient la terre et payaient des impôts en nature ou en espèces au daimyo local. Cela garantissait la sécurité alimentaire du pays et fournissait une source de revenus stable pour les seigneurs féodaux. Le riz était la base de l'économie sous le shogunat Tokugawa et était le bien fiscal majeur en nature. Sa valeur de monnaie fluctuait avec l'or, l'argent et le cuivre. Imposable fiscalement, il est l'assise financière de l'État. Avec la fin de la guerre civile, l'agriculture repart, et grâce à l'apport de nouvelles technologies, qui a permis aux agriculteurs de contrôler les sources d'irrigation, l'approvisionnement s'améliore. La surface cultivable s'accroît de plus de 30%, sa productivité de plus de 50%. La population japonaise passe de 12 millions en 1600 à 26 millions en 1721. Parallèlement au développement agricole, l'urbanisation a également été un phénomène majeur pendant la période. Les grandes villes comme Edo, aujourd'hui Tokyo, Osaka et Kyoto sont devenues des centres urbains florissants, attirant une population croissante de marchands, d'artisans, de samouraïs et de gens de diverses classes sociales. Un exemple notable de l'urbanisation, la croissance spectaculaire de la capitale. À son apogée au XVIIIe siècle, Edo est devenue la plus grande ville du monde, avec une population estimée à plus d'1 million d'habitants. Le Japon était probablement le pays le plus urbanisé de son temps, avec une croissance entre 10 et 12%. Elle est alimentée par une migration importante de la campagne vers la ville, à la recherche de travail et d'opportunités économiques. Pour accompagner cette urbanisation rapide, le shogunat Tokugawa a entrepris d'importants travaux d'infrastructure pour améliorer les conditions de vie au Japon, grâce notamment au Tekkabushin, un vaste plan de construction dirigé par les daimyo sous l'autorité du shogun. Des projets de construction de ponts, de canaux et de systèmes d'égouts ont été réalisés pour répondre aux besoins croissants de la population urbaine. Ces améliorations ont contribué à renforcer l'économie urbaine et à promouvoir le commerce et l'industrie. En plus de cela, les villes de la période Edo étaient caractérisées par une planification urbaine organisée. Les quartiers étaient souvent divisés en zones spécialisées, avec des quartiers réservés au commerce, aux résidences et aux temples. Cette organisation spatiale reflétait la hiérarchie sociale de l'époque et contribuait à maintenir l'ordre et la stabilité dans les centres urbains. L'évolution du commerce et des échanges pendant la période Edo au Japon a été marquée par des développements significatifs qui ont contribué à la prospérité économique du pays et à son intégration partielle dans l'économie mondiale. Tout d'abord, le shogunat Tokugawa a encouragé le développement du commerce intérieur en mettant en place des politiques favorables à l'activité économique. Des routes commerciales bien organisées, telles que le Tokaido, reliant Edo à Kyoto, et le Nakasendo, ont été aménagées pour faciliter les échanges de marchandises à travers le pays. Ces routes commerciales ont favorisé le développement des villes, contribuant ainsi à la croissance économique générale. Un exemple spécifique de développement commercial est l'essor du système des honjin et des waki-honjin. Les honjin étaient des auberges officielles destinées aux daimyo et à leurs suites, lorsqu'ils voyageaient entre leur domaine et Edo. Les waki-honjin, quant à elles, étaient destinées aux voyageurs de rang inférieur. Ces auberges ont joué un rôle essentiel dans le commerce et l'économie locale, en fournissant des services d'hébergement, de restauration et de logistique aux voyageurs et aux commerçants. Parallèlement, le système monétaire a également connu des changements significatifs pendant la période Edo. Le premier shogun, Tokugawa Ieyasu, met la main sur toutes les mines et les ports importants, ce qui lui assure le monopole des exportations de métaux précieux et la possibilité de fonder un nouveau système monétaire. La monnaie japonaise, principalement basée sur des pièces de monnaie en or, en bronze et en argent, était largement utilisée dans les transactions commerciales. Des banques et des maisons de change
ont également été établis dans les principales villes, pour faciliter les échanges et le financement des entreprises. Avant la réunification du pays sous les Tokugawa en 1601, chaque province utilisait ses propres méthodes de paiement au poids. Bien que des pièces de monnaie chinoises et coréennes de l'Antiquité continuaient de circuler, ce n'est qu'après avoir pris le contrôle de toutes les mines de métaux précieux que les Tokugawa ont commencé à frapper leur propre monnaie. L'introduction d'un système monétaire unifié a grandement simplifié le commerce et la circulation des biens à travers tout le pays. Cette simplification du système monétaire a fourni une base financière solide au régime et a initialement stimulé l'économie. Mais comme nous l'avons dit plus tôt, malgré l'utilisation de pièces de monnaie en cuivre et en argent, le riz est resté la principale mesure de la richesse et le principal moyen de paiement pour les taxes et les transactions commerciales. En plus de cela, le shogunat Tokugawa a encouragé le commerce avec les pays voisins, en particulier avec la Chine et la Corée. Malgré la politique d'isolement officielle du Japon, dans la moitié du XVIIe siècle, certaines formes de commerce extérieur étaient autorisées, notamment dans les ports désignés, tels que Nagasaki. Par exemple, le commerce avec certaines puissances européennes a été autorisé sous certaines restrictions, ce qui a permis l'introduction de nouvelles technologies et de produits étrangers au Japon. Un exemple notable de ce commerce extérieur est le commerce avec les Pays-Bas, à l'île artificielle de Dejima, à Nagasaki, où la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, la VOC, à la recherche du commerce des épices, constate rapidement la lucrativité du commerce intra-asiatique. Dejima était un comptoir commercial, où les marchands néerlandais étaient autorisés à échanger des produits européens contre des marchandises japonaises, telles que la soie, la porcelaine et les épices, jusqu'à faire de l'île son quartier général en 1641. Ce commerce a joué un rôle crucial dans la transmission des connaissances et des innovations occidentales au Japon, contribuant ainsi au développement économique et culturel du pays. De plus, au XVIIIe siècle, grâce à la conquête des mines par Ieyasu, le Japon était l'un des principaux fournisseurs de cuivre des Néerlandais, représentant jusqu'à 30% de leur approvisionnement total. La politique de fermeture du Japon, connue sous le nom de Sakoku, était principalement axée sur la limitation des contacts avec l'étranger, en particulier avec les puissances occidentales, et sur la préservation de l'isolement du Japon par rapport au reste du monde. Cependant, il convient de nuancer cette vision, en examinant les raisons derrière cette politique et ses conséquences à la fois positives et négatives. La politique de Sakoku a été formellement établie en 1635 par l'édit de l'interdiction des navires étrangers, le Sakoku-rei, par Tokugawa Iemitsu, qui interdisait les voyages maritimes internationaux et restreignait sévèrement les contacts avec les étrangers. Cette politique, seuls quelques ports spécifiques étaient autorisés à accueillir des navires étrangers, comme le cas des Néerlandais à Dejima depuis 1609, que nous avons vu juste avant. Cette fermeture du Japon était motivée par plusieurs facteurs, notamment la volonté de préserver la stabilité politique et sociale du pays, ainsi que de protéger la culture et les valeurs traditionnelles japonaises contre les influences étrangères, perçues comme potentiellement perturbatrices. De plus, les dirigeants japonais craignaient que les contacts avec les étrangers ne mettent en péril la position de pouvoir du shogunat, en introduisant des idées subversives ou en favorisant des alliances étrangères, potentiellement menaçantes. Cependant, il est important de reconnaître que cette politique d'isolement n'était pas absolue, et qu'il y avait des exceptions à cette règle. Par exemple, le commerce avec la Corée et la Chine était toléré dans une certaine mesure, et des contacts sporadiques avec des navires étrangers étaient parfois autorisés, dans des circonstances exceptionnelles. L'isolement du Japon a également eu des conséquences négatives sur sa politique étrangère, en limitant les opportunités d'échanges diplomatiques et commerciaux avec d'autres nations. Par exemple, le Japon est progressivement tombé en retard par rapport au développement technologique et scientifique en Europe et dans d'autres parties du monde en raison de son isolement. Néanmoins, l'artisanat, le théâtre, la littérature et les arts visuels ont connu un épanouissement remarquable, marquant une période de créativité et d'innovation dans la culture japonaise. Ces domaines ont été façonnés par les conditions politiques, économiques et sociales de l'époque, et ont produit des œuvres d'art, des objets d'une grande beauté et d'une grande qualité technique. D'abord, l'artisanat traditionnel japonais
tels que la poterie, la céramique, la laque, la fabrication d'épées et la fabrication de textiles, a été largement pratiquée et perfectionnée. Les artisans, souvent organisés en guildes ou en associations, ont développé des techniques raffinées et des styles distinctifs, transmis de génération en génération. Un exemple remarquable de l'artisanat de la période Edo est la porcelaine d'Arita. À partir du début du XVIIe siècle, la ville d'Arita dans la préfecture de Saga a commencé à produire une porcelaine de haute qualité, qui était exportée vers l'Europe et d'autres régions du monde. La porcelaine d'Arita, également connue sous le nom de porcelaine Imari, était caractérisée par ses motifs délicats et son émaillage brillant, et elle est devenue très prisée sur les marchés internationaux. Sur le plan culturel, la période Edo a été une période d'épanouissement intellectuel et artistique. Le théâtre kabuki est devenu extrêmement populaire, offrant des spectacles dramatiques et colorés qui reflétaient les préoccupations et les valeurs de la société japonaise de l'époque. Des artistes, tels que Shikamatsu Manzemon, ont produit des pièces de théâtre kabuki et des pièces de théâtre de poupée, le théâtre bunraku, qui ont captivé le public et ont influencé la culture populaire japonaise. Parmi les pièces kabuki les plus célèbres de cette période se trouve Kanadeon Shushengura, traduit littéralement par les 47 Ronins. Cette pièce, créée en 1748 par le dramaturge Takeda Izumo et ses collaborateurs, est basée sur une histoire vraie. Cette histoire a été de nombreuses fois adaptée au cinéma, notamment en 2013 par Karl Rinch. Elle raconte les aventures de 47 samouraïs privés de leur maître après que celui-ci a été contraint de se suicider pour avoir dégainé son sabre lors d'une altercation. Les samouraïs, appelés alors Ronin, planifient et exécutent leur vengeance contre le responsable de la mort de leur seigneur. Un autre exemple remarquable de l'épanouissement culturel pendant la période Edo est l'émergence de l'estampe japonaise, le ukiyo-e, comme forme d'art populaire. Les artistes tels que Okusai, Hiroshige et Utamaro ont produit des estampes qui représentaient la vie quotidienne, la nature et les paysages, capturant l'esprit de l'époque Edo. Ces estampes étaient largement diffusées et ont influencé l'art occidental, contribuant à l'essor du mouvement impressionniste en Europe. Un exemple spécifique est la série de gravures sur bois, les 36 vues du mont Fuji, de Katsushika Okusai, publiée entre 1826 et 1833. Cette série représente le mont Fuji dans une variété de paysages et de conditions météorologiques, démontrant le génie artistique de Okusai et sa capacité à capturer l'esprit de l'époque Edo. En littérature, une riche diversité de genres a émergé, allant de la poésie haïku à la prose romanesque. Des écrivains comme Ihara Saikaku ont capturé la vie urbaine et les aspirations des classes commerçantes à travers des romans réalistes et satiriques. Parallèlement, des intellectuels tels que Motoori Norinaga ont revigoré l'étude des classiques japonais, promouvant le mouvement du Kogokaku, ou étude nationale, qui cherchait à redécouvrir et à préserver la culture autochtone japonaise. L'exemple notable de littérature de la période Edo est Koshoku Ichida Yotoko, l'homme qui vécut une vie de luxe, écrit par Ihara Saikaku en 1682. Ce roman raconte l'histoire d'un marchand prospère qui mène une vie de débauche et de luxure à Kyoto. Cette œuvre est considérée comme l'une des premières œuvres de la littérature réaliste japonaise et a eu une influence durable sur la fiction japonaise moderne. Au début du XIXe siècle, le Japon a été confronté à des pressions croissantes de la part des puissances occidentales, principalement les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas. Ces nations cherchaient à établir des relations commerciales avec le Japon et à accéder à ses ports pour ravitailler leurs navires en route vers la Chine et d'autres destinations en Asie. Un exemple illustratif de cette conséquence est l'arrivée des navires américains dans les eaux japonaises au XIXe siècle, qui a été perçue comme une menace pour l'isolement du Japon. C'est en 1853 que le commodore Matthew Perry, envoyé des États-Unis, a mené une expédition navale à Tokyo pour demander l'ouverture des ports japonais au commerce extérieur. Sa politique offensive de la canonnière et ses menaces de l'utilisation de la force militaire contraignent le Japon à négocier avec les Américains. Cette intrusion a mis en lumière les faiblesses de la politique d'isolement japonaise et a conduit à des pressions extérieures plus fortes,
pour une ouverture du Japon aux relations internationales. En réaction à cette pression extérieure, le Japon a été contraint de réviser sa politique étrangère et d'ouvrir progressivement ses ports au commerce étranger à partir de 1854 avec le traité de Kanagawa, suivi de plusieurs autres traités inégaux avec les puissances occidentales. Cette période, connue sous le nom de Bakumatsu, a marqué la fin de l'isolement du Japon et le début d'une ère de modernisation et de transformation politique. Les traités inégaux se font immédiatement ressentir dans l'économie, et le Japon sombre dans un déficit commercial à partir de 1866. Principale cause étant le libre accès des étrangers au marché japonais, concurrençant souvent les produits locaux et réduisant les profits des entreprises japonaises. Ces traités inégaux ont également imposé des restrictions commerciales sévères au Japon, notamment en matière de tarifs douaniers et de droits d'importation. Ces restrictions ont limité la capacité du Japon à protéger ses industries naissantes et à promouvoir son développement économique indépendant. Le déclin et l'effondrement du shogunat Tokugawa au Japon peuvent être attribués à plusieurs facteurs interconnectés, qui ont convergé sur une période de plusieurs décennies. Ces facteurs comprennent des problèmes socio-économiques, des tensions internes, les pressions externes et des changements idéologiques. Pour comprendre comment le shogunat Tokugawa s'est effondré, il est essentiel d'examiner ces éléments de manière détaillée. Premièrement, les réformes économiques et politiques entreprises par le shogunat Tokugawa au cours de son règne ont fini par saper sa propre stabilité. Bien que ces réformes aient initialement consolidé le pouvoir du shogunat, en imposant un contrôle strict sur la société japonaise, elles ont également engendré des tensions sociales et économiques. Par exemple, le système de classe rigide mis en place par le shogunat a entravé la mobilité sociale et a créé des ressentiments parmi les classes inférieures. Deuxièmement, à partir de 1833, le Japon subit une grave baisse des températures et la perte de culture, ce qui cause la flambée des prix qui commence à monter en flèche. Les tensions augmentent au sein des populations les plus démunies, et les épidémies qui commencent à se répandre tuent ceux qui ne pouvaient résister. En 1836, on dénombre près de 10 000 paysans en armes dans la région de Mikawa, et 30 000 autour du mont Fuji. Cette famine dure jusqu'en 1837, lorsque le soulèvement de Tenpo survient, provoqué par le manque de nourriture. Troisièmement, l'arrivée des puissances occidentales au Japon à partir du milieu du XIXe siècle a exercé une pression énorme sur le shogunat Tokugawa comme nous l'avons vu. Les politiques isolationnistes ayant été remises en question, et les demandes croissantes d'ouverture du Japon aux échanges commerciaux avec l'Occident ont émergé. L'incapacité du shogunat à répondre efficacement à ces pressions extérieures a sapé sa légitimité et a alimenté le mécontentement au sein de la population. Quatrièmement, les facteurs internes, tels que les divisions politiques et les rivalités entre les différents domaines féodaux, ont affaibli le pouvoir central du shogunat. Des conflits entre les domaines, ainsi que des soulèvements internes, ont sapé l'autorité du shogunat et ont conduit à une instabilité politique croissante. Les clans régionaux les plus puissants ont commencé à remettre en question l'autorité du shogunat, comme Choshu et Satsuma, mettant en place avec succès leurs propres réformes et en profitant pour se doter d'une petite armée équipée d'armes à feu et d'artillerie. De plus, les tensions entre les partisans de l'ouverture du Japon, les partisans de la voie ouverte ou Kaikoku-ha, et les traditionalistes opposés à cette ouverture, les partisans de la voie fermée ou Sakoku-ha, se sont intensifiés et exacerbent les luttes politiques internes, en continuant de saper l'autorité du shogunat. Cinquièmement, les changements idéologiques ont également contribué à l'effondrement du shogunat. L'idée du Sono-joi, révérer l'empereur expulsé des barbares, a gagné en popularité parmi certains secteurs de la société japonaise, remettant en question la légitimité du shogunat en faveur du rétablissement du pouvoir impérial. Ces idées ont été amplifiées par des intellectuels et des réformateurs, qui ont critiqué ouvertement le shogunat et ont appelé à des réformes radicales. En 1858, sous le règne tumultueux du shogun Tokugawa Ieyasu, la décision prise par Ii Naosuke, alors Taira nouvellement en poste, de signer la série de traités inégaux avec les puissances occidentales, déclenche la dernière grande crise du régime. Alors qu'il s'efforce de prévenir un conflit en engageant des pourparlers, il se heurte à une opposition farouche du camp impérial. Son assassinat, en 1860, marque le début d'une série de meurtres politiques qui laissent une marque indélébile sur le paysage politique japonais. Cette période voit le pouvoir shogunal entrer en déliquescence, suscitant des troubles dans les différents fiefs du pays. L'opposition se radicalise davantage lorsque l'empereur régnant, rompant avec des siècles de tradition,
exprime publiquement son désaccord avec les actions du gouvernement shogunal. C'est en 1863 que l'empereur Komei signe l'ordre d'expulsion des barbares, le Joi Shokumei. À partir de 1866, les fiefs du sud-ouest se regroupent et forment une alliance politique et militaire contre le shogunat. Dans ce contexte de paralysie du pouvoir, l'empereur émerge comme une figure déterminée, prête à s'opposer aux influences occidentales. À la fin de l'année 1867, le dernier shogun, Tokugawa Yoshinobu, abdique, marquant ainsi la fin du shogunat. Le 3 janvier 1868, la restauration impériale est officiellement proclamée. Les fiefs soutenant le shogunat sont soumis militairement lors de la guerre de Boshin, aboutissant à la reddition des derniers partisans lors de la bataille de Hakodate, en mai 1869. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses. Comme d'habitude, vous retrouverez la bibliographie entière des ouvrages que j'ai utilisés à la rédaction de cette vidéo dans la description. Sur ce, c'était Historia. À très bientôt.